Imaginez un vol si audacieux que même la police n'osa pas croire qu'il puisse réussir. Pourtant, Arsène Lupin, le légendaire gentleman cambrioleur, l'a accompli sous les yeux du monde entier. Un mystère si brillant, si élégant, qu'il défie encore aujourd'hui toute explication. Avant de plonger dans cette aventure incroyable, je vous invite avec beaucoup de plaisir à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, très simple, et cela vous garantit de nouvelles histoires palpitantes chaque soir. Dites-moi aussi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays nous écoutez-vous. J'adore lire vos réponses, et cela rend notre communauté encore plus vivante. Restez bien jusqu'à la fin, car une révélation inattendue vous attend. La clé secrète derrière le vol le plus impossible de l'histoire d'Arsène Lupin. Silence régnait dans les couloirs du Musée national de Paris, seulement troublé par le tic-tac discret des horloges anciennes. Pourtant, cette nuit-là, une présence invisible se glissait entre les statues immobiles. Une silhouette élancée, élégante, presque irréelle. Arsène Lupin. On disait que rien n'échappait à sa sagacité. Mais ce soir, l'impossible l'attendait. Un bijou inestimable, conservé derrière 3 portes blindées, des gardes armés et un système d'alarme considéré comme inviolable. C'était exactement ce genre de défi que Lupin aimait transformer en spectacle. À travers une petite fenêtre, la lune éclairait son visage à moitié dissimulé sous un chapeau feutre noir. Ses yeux brillaient d'un éclat ironique, le regard d'un homme qui savait déjà qu'il gagnerait. Au même moment, dans une salle voisine, 2 gardiens échangeaient à voix basse, ignorant que le maître du déguisement se tenait à quelques mètres d'eux. Leur conversation évoquait la légende. On dit que Lupin peut se transformer en n'importe qui, peut-être même en toi ou moi. Ils riaient, mais une tension glaciale s'était installée, car quelque part dans l'ombre, Lupin avait déjà revêtu son costume de domestique. Chaque détail était parfait. La démarche, l'intonation, même l'odeur de tabac froid qui collait aux habits des employés. Il n'était plus Arsène Lupin, mais un simple homme de service, invisible aux yeux de tous. Soudain, un bruit métallique résonna, le déclic de la serrure principale. Les gardiens sursautèrent, courant dans la direction du son. Mais lorsqu'ils arrivèrent, il n'y avait qu'une chaise vide et une porte entr'ouverte, comme si le bâtiment lui-même avait décidé de livrer son trésor dans le noir. Lupin souriait. Le vrai jeu ne faisait que commencer, car au-delà de la première porte se trouvait un couloir hérissé de pièges, fils électriques, détecteurs invisibles, plaques de pression. Pour n'importe quel autre voleur, une impasse. Pour Lupin, un terrain de danse. Il se mit à avancer avec la grâce d'un funambule, esquivant chaque obstacle comme s'il connaissait déjà la chorégraphie, son secret. Des semaines de préparation, d'observation, de patience. Le génie n'était pas seulement dans le geste, mais dans l'anticipation. Et pendant que les gardiens cherchaient désespérément l'intrus, Arsène Lupin se rapprochait, pas à pas, du vol le plus impossible de toute l'histoire. Devant lui se dressait la salle centrale du musée, immense, majestueuse, mais gardée comme une forteresse. Au milieu, isolé sur un socle d'acier, reposait l'objet de toutes les convoitises, le saphir de minuit. Sa lueur bleutée traversait la vitrine blindée, jetant des éclats mystérieux sur les murs. On disait que ce joyau avait appartenu à un roi disparu et qu'il portait une malédiction. Quiconque tentait de le voler voyait sa vie brisée. Mais pour Arsène Lupin, les malédictions n'étaient que des légendes utiles, des histoires inventées pour effrayer les âmes faibles. Lupin observa les détecteurs, les lasers invisibles et la serrure biométrique qui scellait le coffre. Un sourire naquit sur ses lèvres. Plus un système est parfait, plus il est vulnérable à l'imagination.
murmura-t-il, et il se mit à l'œuvre. De sa poche, il sortit une petite boîte noire, apparemment banale, mais contenant un mécanisme complexe de miroirs et de capteurs. Avec cette invention artisanale, Lupin détourna le rayon laser, créant une illusion optique. Aux caméras de sécurité, la pièce paraissait intacte. Chaque mouvement était calculé à la seconde. Une erreur, un souffle trop fort, et l'alarme déclencherait une armée entière de policiers. Mais Lupin avançait avec la précision d'un horloger, persuadé que la beauté d'un geste parfait était une forme d'art. Derrière les murs, un agent de sécurité observait les écrans. Ses yeux se plissaient. Quelque chose semblait étrange, comme un léger décalage dans l'ombre des vitrines. Pourtant, avant qu'il ne puisse réagir, un appel téléphonique soudain détourna son attention. Un appel orchestré par Lupin lui-même, plusieurs heures plus tôt. Car Lupin ne se contentait pas de briser les serrures, il manipulait les hommes. Chaque détail, chaque distraction faisait partie de son chef-d'œuvre. L'agent crut à une simple coïncidence. Grave erreur. Enfin, ses doigts effleurèrent la serrure biométrique. Pour n'importe quel autre voleur, un mur infranchissable. Mais Lupin avait anticipé. Depuis une semaine, il avait étudié les habitudes du directeur du musée, jusqu'à reproduire ses empreintes, grâce à une fine couche de cire. Un déclic résonna, discret mais triomphal. La porte blindée s'ouvrit avec lenteur, comme si elle reconnaissait en Lupin un maître égal. Et à cet instant, le gentleman cambrioleur savait qu'il n'était plus qu'à un souffle d'écrire l'histoire. Le coffre s'ouvrit dans un souffle glacé, révélant le saphir de minuit dans toute sa splendeur. Sa lumière semblait presque vivante, projetant des reflets surnaturels sur le visage de Lupin. Mais au moment même où il tendit la main, un signal discret s'activa, une alarme silencieuse que peu connaissaient, reliée directement au commissariat central. Dans les rues de Paris, à quelques kilomètres de là, un téléphone spécial se mit à vibrer. L'inspecteur Ganimard, le seul homme qui avait déjà approché Lupin de près, leva les yeux avec un pressentiment. Son instinct ne le trompait jamais. « C'est lui », murmura-t-il, avant d'appeler une escouade. Dans le musée, Lupin sentit une tension dans l'air. Il savait que chaque système, aussi parfait soit-il, pouvait cacher une surprise. Mais, loin de paniquer, il sourit. Le jeu devenait plus intéressant. Il glissa le saphir dans une petite bourse de velours, puis sortit une plume blanche de sa poche, un simple détail, mais porteur d'un message. Lupin ne volait pas pour disparaître, il volait pour être reconnu. Au même instant, les portes d'entrée du musée s'ouvrirent brutalement. Une dizaine de policiers se déployèrent, armes au poing. Leur chef, haletant, cria « Enfermez toutes les issues, il est encore ici !» Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Lupin avait déjà prévu une échappatoire bien plus subtile, car chaque galerie, chaque escalier du musée faisait partie de son plan. Depuis des semaines, il avait mémorisé le bâtiment comme un échiquier. Et ce soir, il n'était pas le roi menacé, mais le joueur qui déplaçait ses pièces avec élégance. D'un pas rapide, mais sans hâte, il se transforma une nouvelle fois. D'un domestique, il devint un officier de sécurité grâce à un uniforme dissimulé sous ses vêtements. Même son allure changea. Ses épaules se voûtèrent, son regard devint sévère. Un spectateur inattentif n'y aurait vu que du feu. Les policiers passèrent près de lui sans le reconnaître. L'un d'eux le bouscula même en courant. « Par ici, vite !» cria l'agent en uniforme, sans savoir qu'il s'adressait directement à Arsène Lupin. Et ainsi, le gentleman cambrioleur sortit du piège le plus redoutable, portant dans sa poche
la preuve éclatante de son génie. Mais il savait que le duel venait seulement de commencer, car Ganimard, lui, ne se laisserait pas berner éternellement. Dans les rues nocturnes de Paris, les réverbères diffusaient une lumière tremblante sur les pavés humides. Lupin, toujours vêtu de son uniforme volé, marchait d'un pas assuré. Il savait que chaque seconde gagnée était précieuse. La police avait déclenché une chasse à l'homme. Derrière lui, les sirènes retentissaient. Mais plus que le bruit, c'était l'intuition qui le guidait. Quelque part, il sentait déjà le regard invisible de l'inspecteur Ganimard. Entre eux, ce n'était pas une simple poursuite, c'était un duel, une partie d'échecs où chaque mouvement comptait. Lupin tourna dans une ruelle sombre et, d'un geste précis, retira l'uniforme. En dessous, un costume 3 pièces, parfaitement taillé, l'attendait. Il redevenait le gentleman, élégant et intouchable. Ces transformations n'étaient pas seulement physiques, elles étaient psychologiques. Au même moment, Ganimard descendait de sa voiture, son chapeau vissé sur la tête, son regard déterminé. « Il est ici », dit-il à ses hommes. Mais au fond de lui, il savait que Lupin jouerait avec eux comme un chat avec une souris. Dans une brasserie voisine, des clients riaient et buvaient, inconscients que l'homme assis à une table près de la fenêtre n'était autre que le voleur le plus recherché de France. Lupin sirotait un verre de vin rouge, feuilletant distraitement un journal, qui parlait justement du cambriolage du musée. Il savoura ce moment. Pour lui, la victoire ne résidait pas seulement dans le vol, mais dans l'ironie. Lire les gros titres de ses propres exploits, assis au milieu de ceux qui l'ignoraient, mais Ganimard n'était pas dupe. En entrant dans la brasserie, son regard balaya la salle, avec la précision d'un prédateur. Leurs yeux se croisèrent une fraction de seconde. Lupin esquissa un sourire. Ganimard serra les poings. Un silence pesant envahit la salle. Les clients sentirent qu'un événement invisible se déroulait devant eux. 2 hommes, ennemis jurés, se jaugeaient sans un mot. Ganimard sortit de la brasserie à grandes enjambées, furieux d'avoir laissé Lupin s'échapper une fois de plus. Pourtant, en observant attentivement la table abandonnée, il remarqua un détail troublant. Une serviette en papier soigneusement pliée, sur laquelle était tracé un symbole étrange. C'était une plume, identique à celle que l'on avait retrouvée dans la vitrine du musée. Lupin ne se contentait pas de fuir, il laissait volontairement des indices, comme pour inviter Ganimard à un jeu intellectuel. Le commissaire comprit que chaque geste du voleur était calculé. Mais pourquoi prendre le risque de provoquer ainsi son adversaire? Était-ce de l'arrogance ou un piège bien plus subtil? Pendant ce temps, Lupin marchait calmement le long de la Seine. Le saphir dans sa poche brillait faiblement, comme un cœur battant. Chaque pas l'éloignait du danger immédiat, mais l'amenait plus près d'un dilemme, où cachait un trésor que tout Paris recherchait déjà. Il s'arrêta un instant sur un pont, observant son reflet dans l'eau sombre. Un gentleman ne garde jamais le butin pour lui-même, murmura-t-il. Pour Lupin, voler n'était pas une question d'argent, c'était une question d'art, de défi, parfois même de justice, mais au fond de lui, il savait que cette fois-ci, le jeu avait changé. L'inspecteur Ganimard ne se contenterait pas de le poursuivre, il le traquerait sans relâche, jusqu'à le mettre au pied du mur. Dans son bureau, Ganimard déploya une carte de Paris. Les symboles laissés par Lupin formaient une étrange constellation. Ce n'était pas un hasard, c'était un itinéraire, une énigme codée qui menait à un lieu précis. Le commissaire fronça les sourcils. Chaque fois qu'il croyait comprendre, Lupin déplaçait les règles du jeu. Et pourtant, cette fois-ci, il sentait qu'il se rapprochait de quelque chose d'essentiel, car derrière le vol du saphir, il y avait plus qu'un simple cambriolage, une vérité enfouie, un secret que seul Lupin connaissait et qu'il protégeait
au prix de tous les risques. Lupin s'était réfugié dans un appartement discret, au dernier étage d'un immeuble ancien du Marais. Derrière les rideaux, tirés, il posa le saphir de minuit sur une table de bois usée. La pierre irradiait une lumière bleue hypnotique, presque inquiétante. Il la contempla longuement, comme s'il cherchait à déchiffrer un langage invisible. Car ce n'était pas seulement un bijou. Selon certaines rumeurs, le saphir renfermait un secret oublié depuis des siècles, une énigme qui avait coûté la vie à des rois et à des voleurs. Lupin sourit. « On ne vole pas une pierre, on dérobe une histoire », murmura-t-il. Pour lui, l'art du cambriolage n'était jamais gratuit. Chaque objet possédait une âme, et chaque trésor, une vérité cachée. Pendant ce temps, Ganimard interrogeait les conservateurs du musée. Tous répétaient tout la même chose. Le saphir n'était pas seulement précieux, il était aussi dangereux. Certains parlaient d'une carte gravée dans ses reflets, menant à un trésor perdu depuis l'époque napoléonienne. Cette rumeur ne fit qu'accroître l'obsession du commissaire. Il ne s'agissait plus seulement d'arrêter un voleur, il fallait empêcher Lupin de mettre la main sur un secret qui pourrait bouleverser l'histoire de France. Dans son appartement, Lupin approcha une lampe du saphir. Alors, un phénomène étrange se produisit. Sous la lumière, des motifs invisibles apparurent sur la surface de la pierre. Des symboles, des chiffres, peut-être même une énigme codée. Il comprit que le véritable vol commençait à peine. Le saphir n'était pas la fin, mais la clé. Et derrière cette clé se cachait un mystère plus grand que tout ce qu'il avait affronté jusque-là. Pour la première fois depuis longtemps, Arsène Lupin sentit une excitation différente, non pas celle du défi contre les hommes, mais celle d'une découverte qui dépassait son propre génie. Et quelque part dans l'ombre, il savait que Ganimard, guidé par son instinct, se rapprochait lui aussi de ce secret. Le duel ne se jouerait pas seulement dans les rues de Paris, mais dans les profondeurs de l'histoire elle-même. Dans les archives poussiéreuses de la Bibliothèque nationale, Lupin consulta d'anciens manuscrits. Chaque page parlait d'un secret lié à Napoléon Ier. Une fortune colossale, dissimulée quelque part en Europe, jamais retrouvée. Le saphir de minuit semblait être la clé qui ouvrait la piste. Il lut attentivement les notes d'un général de l'Empire. Entre deux lignes codées apparaissait une référence discrète. La lumière bleue montrera le chemin. Lupin sentit une montée d'adrénaline. Le bijou n'était pas seulement une relique, mais un guide vers un héritage perdu. Pendant ce temps, Ganimard, grâce aux indices laissés volontairement par Lupin, arriva lui aussi dans la salle des archives. Il comprit que son adversaire cherchait plus qu'un simple butin. Cette fois, c'était l'histoire de France qui était en jeu. Le gentleman cambrioleur, assis dans l'ombre, observa son rival de loin. Il aimait cette dualité. Sans Ganimard, le défi n'aurait pas la même saveur. Chaque mouvement du commissaire était une pièce indispensable dans la partie d'échecs qu'il jouait depuis des années. Un vieil archiviste passa près de Lupin, sans le reconnaître. Pourtant, l'homme portait un déguisement simple, lunettes rondes, moustache fine, manteau râpé. La métamorphose était parfaite. Ganimard, malgré son flair, ne remarqua rien. Alors que le commissaire feuilletait un dossier, Lupin glissa discrètement un papier entre deux volumes, un plan incomplet, griffonné à l'encre noire, assez pour aiguiller Ganimard, mais pas assez pour lui révéler toute la vérité, car Lupin voulait qu'il suive ses pas. Plus qu'un duel, c'était une danse, attirer l'ennemi là où lui seul contrôlait le rythme. Chaque indice n'était pas une erreur, mais une invitation. La piste les menait désormais vers un lieu précis, une ancienne forteresse au bord de la Loire,
abandonné depuis des siècles. On disait que Napoléon lui-même avait fait transporter là un coffre mystérieux. Lupin rangea le saphir dans sa poche et se leva. Le vrai voyage commençait. Et cette fois, il n'était pas seulement poursuivi par la police. Il défiait l'ombre même de l'empereur. La Loire s'étendait comme un ruban argenté sous la lune. Sur ses rives se dressait une forteresse en ruine, vestige oublié des guerres passées. Ses tours éventrées semblaient encore garder un secret jalousement enfoui. C'était là que la piste du saphir conduisait Arsène Lupin. Il pénétra dans l'enceinte délabrée avec la prudence d'un félin. Chaque pierre semblait résonner sous ses pas. Pourtant, derrière les murs fissurés, il percevait quelque chose de plus qu'un simple abandon. Une présence, comme si l'histoire elle-même retenait son souffle. À l'intérieur, les couloirs humides portaient encore l'odeur du sel et de la moisissure. Lupin s'éclaira d'une lanterne, projetant des ombres géantes sur les murs. Sur le sol, des inscriptions anciennes apparaissaient, à moitié effacées par le temps. Il s'agenouilla et passa ses doigts sur une gravure. Un aigle impérial, symbole évident de Napoléon. Sous l'emblème, une suite de chiffres et de lettres. Lupin sourit. « Voilà ton secret, empereur », murmura-t-il. Pendant ce temps, Ganimard et ses hommes approchaient discrètement de la forteresse. Le commissaire avait suivi les indices laissés sur sa route, mais cette fois, il n'était plus certain d'être en avance. Il savait que Lupin l'attendait. Un vent glacial traversa les pierres. Dans l'ombre d'une salle voûtée, Lupin plaça le saphir face à une fissure où filtrait la lumière de la lune. Alors, un faisceau bleuté illumina les gravures, révélant une carte secrète dissimulée depuis plus d'un siècle. Il comprit aussitôt que cette carte menait à un trésor fabuleux, peut-être le dernier héritage caché de Napoléon. Mais au moment même où il déchiffrait les symboles, un bruit de pas résonna derrière lui. La voix de Ganimard s'éleva, ferme et implacable. Cette fois, Lupin, il n'y aura pas d'échappatoire. Lupin se retourna lentement, un sourire ironique aux lèvres, car pour lui, chaque piège tendu par Ganimard n'était qu'une nouvelle invitation au jeu. Dans la lueur froide de la lanterne, Lupin et Ganimard se retrouvèrent face à face. Le gentleman cambrioleur tenait encore le saphir dans une main et la carte révélée dans l'autre, tandis que le commissaire pointait son revolver avec une détermination implacable. « Rendez-vous, Lupin, ce jeu a assez duré », lança Ganimard, d'une voix ferme, mais dans ses yeux brillait plus qu'un simple devoir, une admiration cachée pour son adversaire, celui qui avait su déjouer toutes les lois. Lupin inclina légèrement la tête, comme s'il saluait un partenaire de danse. « Vous êtes arrivé plus vite que je ne le pensais, mon cher Ganimard. Mais voyez-vous, l'art ne peut pas être enfermé derrière des barreaux. » Les hommes du commissaire surgirent derrière lui, leurs lampes projetant des halos dans la salle voûtée. Lupin semblait cerné. Pourtant, aucune peur n'apparaissait sur son visage. Au contraire, il rayonnait de calme, comme si chaque seconde appartenait encore à son plan. Il leva la main libre, montrant la carte illuminée par le saphir. « Voulez-vous vraiment arrêter l'histoire en marche? Ce secret n'appartient ni à moi ni à vous, Ganimard. Il appartient à la France. » Le commissaire hésita. Était-ce une ruse, une nouvelle manipulation, ou bien Lupin disait-il la vérité? Ses doigts tremblèrent légèrement sur la gâchette. Profitant de ce moment d'incertitude, Lupin fit un geste rapide. Il lança la lanterne au sol. La flamme jaillit, projetant une fumée dense et aveuglante dans toute la salle. Les policiers toussèrent, désorientés. Dans le chaos, une silhouette se faufila avec une élégance irréelle. Quand la fumée se dissipa, il ne restait que l'écho de pas lointains et une plume blanche posée sur la pierre. Ganimard serra les dents. Une fois de plus,
Lupin avait échappé à ses filets. Mais cette fois, il n'avait pas seulement perdu un voleur. Il venait peut-être de laisser s'échapper la clé d'un secret qui pouvait changer le destin d'un pays. La nuit était glaciale et le vent sifflait sur les berges de la Loire. Lupin, silhouette agile, s'élança hors de la forteresse, le saphir serré contre sa poitrine. Derrière lui, des coups de sifflet retentirent. Les hommes de Ganimard lançaient la chasse. Il courut jusqu'à un petit quai abandonné où l'attendait une barque discrète. D'un geste précis, il détacha les cordages et se laissa glisser sur le fleuve. La lune argentée dessinait une route lumineuse sur l'eau, comme si elle guidait son échappée. Mais les projecteurs des policiers balayèrent bientôt la surface. Des coups de feu éclatèrent, ricochant sur les vagues. Lupin, imperturbable, se baissa et ramait avec une cadence régulière, chaque geste mesuré comme une chorégraphie. À terre, Ganimard suivait la barque des yeux. Sa voix résonna dans « La nuit ». Vous ne pouvez pas fuir éternellement, Lupin. Ce fleuve vous mènera peut-être loin, mais pas hors de ma portée. Un sourire naquit sur les lèvres du voleur, car il avait déjà prévu cette étape. À mi-chemin, une silhouette sombre apparut. Un autre bateau, plus grand, l'attendait au milieu du fleuve. Des complices, fidèles à leur maître, lui tendirent la main. En un bond, Lupin passa d'une embarcation à l'autre. La petite barque, abandonnée, dériva dans le courant. Les policiers crurent un instant qu'il avait sombré. Mais quand la lumière des projecteurs revint, le gentleman avait déjà disparu dans l'obscurité. Ganimard frappa du poing contre la rambarde. Encore une fois, Lupin avait anticipé. Mais au fond de lui, il pressentait que le voleur ne cherchait pas seulement à fuir. Il se dirigeait vers quelque chose, une destination secrète, révélée par le saphir. Sur le pont du bateau, Lupin contempla l'horizon. L'eau miroitait comme une promesse. Le secret de Napoléon l'attendait quelque part, au bout de cette piste, et il comptait bien l'arracher aux griffes du temps, avant que Ganimard ne l'arrête. Le bateau de Lupin glissait silencieusement sur la Loire. À l'intérieur, ses complices parlaient à voix basse, évoquant une rumeur ancienne, un cercle secret d'hommes puissants, héritiers d'un ordre, oubliés, protégeaient depuis des générations le trésor de Napoléon. Lupin écoutait sans les interrompre, ses yeux fixés sur le saphir. La pierre semblait vibrer, comme si elle réagissait à la lune. Était-ce une illusion, ou bien la preuve que ce bijou n'était pas un simple ornement? Dans son esprit, les pièces du puzzle s'assemblaient. La forteresse n'était qu'une étape. Le véritable secret se cachait ailleurs, dans un lieu protégé par cette mystérieuse confrérie. Pendant ce temps, Ganimard convoquait ses supérieurs à Paris. Mais au lieu de recevoir du soutien, il fut accueilli par des regards méfiants. Certains officiers semblaient vouloir étouffer l'affaire. Trop de secrets, trop d'intérêts liés à l'ombre de l'Empire. « Faites attention, commissaire », lui glissa un vieux colonel. « Ce que vous poursuivez n'est peut-être pas qu'un voleur. C'est une vérité que beaucoup préfèrent voir disparaître. » Ces mots résonnèrent en lui, comme un avertissement. Sur le fleuve, Lupin ouvrit un vieux carnet, trouvé dans les archives. Les symboles gravés dans le saphir correspondaient à des notes cryptées du général Bertrand, fidèle de Napoléon. Le message était clair. Un dépôt secret se trouvait dans une abbaye en ruine, au cœur de la campagne française. Le gentleman sentit une excitation nouvelle. Chaque indice confirmait qu'il s'approchait d'une révélation plus grande que lui. Pourtant, il savait aussi que plus il avançait, plus les dangers se multipliaient. Ses complices lui jetèrent un regard inquiet. « Maître, si cette confrérie existe vraiment, elle ne vous laissera pas mettre la main sur leur trésor. » Lupin répondit d'un sourire tranquille. « Alors, ils devront rivaliser avec l'imagination.
et tandis que l'aube se levait, sur la Loire, Arsène Lupin, cavalier des ombres, s'élançait vers la prochaine étape d'une chasse où l'or, l'histoire et la légende s'entremêlaient. Au cœur de la campagne française, entourée de champs sauvages et de bois silencieux, se dressait l'abbaye de Saint-Flavien. Ses murs effondrés portaient encore les cicatrices du temps, mais l'endroit dégageait une aura de mystère, comme si chaque pierre abritait un secret. Lupin arriva au crépuscule, vêtu d'un manteau sombre. Ses complices restèrent en retrait, car ils savaient que cette étape devait être franchie seule. Le saphir dans sa poche semblait pulser, comme s'il reconnaissait enfin sa véritable demeure. À l'intérieur, la nef effondrée baignait dans une lumière rougeâtre filtrée par les vitraux brisés. Lupin leva le saphir à hauteur de ses yeux. Sous l'effet du couchant, un nouveau symbole apparut, gravé dans la lueur de la pierre. Il suivit ce signe jusqu'à une chapelle latérale. Là, sous une dalle poussiéreuse, il trouva une serrure de pierre au motif napoléonien. Tout concordait. L'abbaye était bien l'un des dépôts secrets de l'empereur, mais il n'était pas seul. Dans l'ombre des colonnes, des silhouettes encapuchonnées apparurent. Leurs pas résonnaient lourdement, et leurs voix graves prononcèrent des mots anciens. Le gardien de l'héritage ne doit pas franchir le seuil. Lupin sourit. Même face à une confrérie secrète, il n'éprouvait ni crainte, ni doute. Pour lui, chaque obstacle n'était qu'une énigme de plus à résoudre, une porte de plus à forcer. Il avança d'un pas assuré. « Messieurs, je ne suis pas ici pour détruire votre secret, mais pour le comprendre, et croyez-moi, je suis le seul capable de l'honorer. » Sa voix résonna dans l'abbaye comme une proclamation. Au même moment, à plusieurs kilomètres de là, Ganimard et ses hommes suivaient une piste. Le commissaire savait que Lupin ne pouvait pas résister à l'appel de l'histoire. Il allait le trouver ici, entre les pierres sacrées d'un passé oublié. Et déjà, le destin des deux rivaux se rapprochait inexorablement, prêt à éclater dans l'abbaye silencieuse. Les silhouettes encapuchonnées encerclèrent Lupin. Dans leurs mains brillaient de vieilles torches qui projetaient des ombres inquiétantes sur les murs effrités de l'abbaye. Leurs visages restaient dissimulés, mais leurs voix, graves et solennelles, portaient le poids des siècles. « Tu as franchi la limite, étranger », déclara l'un d'eux. « Ce lieu appartient aux gardiens de l'héritage. » Leur ordre secret veillait depuis plus d'un siècle sur le dépôt napoléonien, protégeant son secret des rois, des voleurs et même de la République. Lupin, imperturbable, croisa les bras et inclina la tête. « Je ne suis pas un étranger. Je suis un lecteur d'énigmes, un voleur d'illusions. Si j'ai trouvé ce lieu, c'est que l'empereur lui-même l'avait voulu. » Un murmure parcourut l'assemblée, car dans leur tradition, une prophétie évoquait qu'un homme, guidé par une lumière bleue, viendrait un jour réclamer l'héritage. Était-ce ce gentleman, à l'ironie désarmante, alors que les gardiens hésitaient, des bruits de pas résonnèrent violemment à l'entrée de l'abbaye. Des faisceaux lumineux balayèrent la nef. Ganimard et ses hommes venaient d'arriver. « Rendez-vous, Lupin !» hurla le commissaire en pointant son revolver. Mais son regard se figea aussitôt. Il n'avait pas prévu la présence de cette confrérie. Pour la première fois, il comprit qu'il n'affrontait pas seulement Lupin, mais une force plus vaste, plus ancienne. Les gardiens s'agitèrent, menaçant de refermer le passage secret. Lupin, avec l'élégance d'un maître de cérémonie, leva le saphir bien haut. La pierre projeta un rayon bleuté qui fit scintiller les gravures de la dalle. Un grondement profond ébranla le sol. Une trappe millénaire s'ouvrit, révélant un escalier descendant dans les profondeurs de l'abbaye. Tous, policiers comme gardiens, restèrent figés. « Messieurs, » déclara Lupin avec un sourire, « permettez-moi de vous inviter au véritable spectacle.
L'escalier s'enfonçait dans les entrailles de l'abbaye, taillé à même la pierre. L'air y était glacial, saturé d'humidité et de poussière. Lupin descendait le premier, tenant le saphir dont la lueur bleutée guidait leurs pas. Derrière lui, les gardiens, méfiants, et plus loin, Ganimard, arme au poing. Les murs étaient ornés de symboles impériaux, mêlés à des inscriptions mystérieuses en latin. Chaque marche semblait rapprocher Lupin, non pas d'un simple trésor, mais d'une révélation. Il souriait. L'histoire elle-même s'ouvrait à lui. Au bas de l'escalier, une vaste crypte s'étendait, soutenue par des colonnes massives. Au centre, un sarcophage de marbre portait l'aigle napoléonien. Autour, des coffres scellés, recouverts de chênes rouillés, semblaient dormir depuis plus d'un siècle. Les gardiens s'agenouillèrent, murmurant des prières anciennes. Pour eux, ce lieu n'était pas un trésor, mais un sanctuaire. Lupin, lui, avançait sans hésiter, attiré par le sarcophage. Il posa le saphir dans une cavité prévue à cet effet. Aussitôt, un mécanisme secret se déclencha. Le couvercle de marbre s'ouvrit lentement, révélant non pas un corps, mais une malle en acier gravée du sceau impérial. Ganimard s'avança, le visage tendu. « Ne touchez pas à ça, Lupin. Ce n'est pas un jeu, c'est un crime contre l'histoire. » Mais sa voix tremblait. Lui aussi voulait savoir ce que renfermait la malle. Lupin caressa les gravures de ses doigts gantés, savourant chaque instant. Puis il ouvrit la malle d'un geste précis. À l'intérieur, des piles de documents, des cartes secrètes et une fortune en pièces d'or impériales. Mais plus que l'or, c'était un dossier qui attira son regard. Un ensemble de lettres codées, signées N. Les gardiens s'inclinèrent. Pour eux, l'héritage venait de s'accomplir. Celui qui avait trouvé la lumière bleue détenait désormais le droit de connaître le secret. Lupin se retourna, tenant les lettres dans sa main. Ses yeux brillaient d'un éclat triomphant. « Messieurs, le véritable trésor n'est pas l'or, c'est la vérité que Napoléon a voulu cacher au monde. » Le silence pesait dans la crypte. Tous les regards étaient fixés sur Lupin, tenant les lettres de Napoléon comme s'il portait entre ses mains le cœur de l'histoire. La lueur du saphir illuminait son visage, lui donnant l'apparence d'un spectre hors du temps. Ganimard fit un pas en avant, le revolver toujours levé. « Rendez-moi ces documents, Lupin. Vous n'imaginez pas ce que vous tenez. » Sa voix tremblait, mais ses yeux brillaient d'une obsession identique à celle de son rival. Lupin éclata d'un rire discret. « Mon cher Ganimard, imaginez, des secrets d'État, des alliances brisées, des plans qui auraient pu changer l'Europe. Ce n'est pas un simple vol, c'est le plus impossible de l'histoire. » Les gardiens s'approchèrent, murmurant que les lettres devaient en rester cachées, comme l'empereur l'avait voulu. Mais Lupin leva la main. « Je ne détruirai pas l'héritage, je le protégerai à ma manière. » D'un geste théâtral, il remit les lettres dans la malle, mais non sans en dissimuler une copie habilement préparée. Le véritable secret appartenait désormais à lui seul. Ganimard comprit aussitôt qu'il avait été dupé, encore une fois. Mais avant qu'il ne puisse agir, une secousse retentit dans la crypte. Le mécanisme millénaire s'enclenchait pour refermer la salle. Les gardiens poussèrent des cris, suppliant de sortir. Lupin, imperturbable, saisit le saphir et, dans un éclair d'adresse, trouva une issue dissimulée derrière une colonne. Il lança un dernier regard à Ganimard. « Vous voyez, mon ami, l'impossible n'existe que pour ceux qui n'osent pas rêver. » Puis il disparut dans les ténèbres, laissant derrière lui la crypte scellée, les gardiens ébranlés, et un commissaire plus déterminé que jamais. Car Ganimard savait que tant qu'Arsène Lupin respirerait, il n'y aurait jamais de repos. Et dans les rues de Paris, au petit matin, un journal titrait déjà « Arsène Lupin frappe encore. Le
Vol le plus impossible de l'histoire. Mais personne ne saurait jamais que, cette fois, il n'avait pas seulement volé un bijou, il avait dérobé l'histoire elle-même.